Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théard. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Parlons de livres, je vous rappelle, est une émission destinée à promouvoir la culture littéraire. Nous recevons des écrivains qui veulent bien partager leurs récits avec nous, afin de vous les faire découvrir et surtout, mesdames et messieurs, vous inviter à les lire. Alors, si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas, abonnez-vous. Aujourd'hui, nous avons un invité qu'on a plaisir à revoir sur notre plateforme. Il s'agit de Monsieur Thierry Debouze. Alors, nous allons parler de son livre « En quête d'âme ». Très, très beau livre. Bonjour, Monsieur Thierry Debouze. Bonjour, Judith. C'est un plaisir de vous avoir à nouveau sur Parlons de livres. Vraiment un plaisir. Également pour moi. Pour ceux qui ne vous ont pas vu la première fois, qui n'ont pas vu votre première intervention, je vais vous demander de vous présenter rapidement. Je viens de prendre 57 ans, je suis marié depuis 28 ans bientôt et nous avons 4 enfants qui sont adultes maintenant. Et je me suis lancé dans l'écriture en 2019 pour le premier roman qu'on a présenté la dernière fois, il s'appelle Né pour vivre. Et le deuxième que l'on va présenter aujourd'hui, qui s'appelle En quête d'âme. C'est une passion, l'écriture, que j'ai depuis très longtemps et qui a ressurgi ces derniers temps. Depuis que mes enfants sont grands, j'ai un peu plus de temps et ça me permet de vivre, de me replonger dans ma passion, on va dire. Écoutez, c'est vraiment une belle passion. Vous la vivez bien, cette passion, parce que vos livres, je vois le premier déjà, Né pour vivre, et là, En quête d'âme, c'est toujours un plaisir de vous lire. Pourtant, c'est quand même, c'est 300 pages, 350 comme la première fois, mais ça se lit, mais quel plaisir de vous lire. Vos récits ça fait plaisir. Souvent assez complexes, tout ça, mais on ne peut pas s'ennuyer. Ça coule. Alors, cette fois, il s'agit donc, le titre le dit bien, En quête d'âme. Donc, dans En quête d'âme, il y a quoi? On parle du surnaturel, voilà, c'est de belles histoires. C'est au départ une belle histoire. On voit cette famille. Et puis, là-dedans, il y a des petites séquences, des petites histoires aussi, des petites histoires dans la grande histoire. C'est ce qui est magnifique. Donc, ça fait des rebondissements du début à la fin. Avec une enquête. Très captivant. Alors, la question, avant de parler, ma première question tout de suite qui sort, c'est parce que le récit est tellement bien ficelé, tellement bien fait. Je me dis, qu'est-ce qui vous a inspiré? Vous avez pu voir que ça se passait déjà dans le sud-ouest. C'est une région que je connais bien pour avoir de la famille au Pays Basque. Et je connais aussi bien le côté bordelais, on va dire. Donc, c'est une histoire où c'était assez simple pour moi de m'immerger dans le scénario parce que c'est une région que je connais très bien. Déjà, pour commencer, et puis j'adore cette région, voilà. Oui, alors on rappelle que c'est à Bordeaux. Entre Bordeaux et Biarritz, l'essentiel de l'action, tout à fait. Les Pays Basques, c'est ça? Le Pays Basque, oui. Alors, dans l'histoire, c'est tellement bien fait. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Parce qu'on parle de beaucoup de choses, il y a le surnaturel, il y a l'hypnose, des choses comme ça, mais c'est tellement bien fait parce que moi, j'ai lu beaucoup d'histoires quand même là-dessus. J'ai lu beaucoup d'histoires sur la vie après la mort, des choses comme ça, mais à lire votre récit, on a vraiment l'impression que c'est peut-être un médecin qui nous explique un petit peu, un hypnothérapeute qui nous explique, voilà. Moi, je vous avais expliqué lors de la première fois, la présentation de Né pour vivre, que j'avais vécu une NDE à l'adolescence, donc une expérience proche de la mort. Oui, d'accord. NDE, on va préciser, excusez-moi de vous couper, NDE, on va préciser aux personnes qui nous regardent, en anglais, c'est Near Death Experience. Exactement. Et en français, ils disent EMI, donc expérience de mort imminente. Imminente, oui, c'est ça, exactement. Oui. Donc, c'est un sujet que je souhaitais aborder et je l'ai abordé vraiment dans ce roman et de façon… comment dirais-je, c'est ma vision de certaines choses, mais c'est romancé, quoi. C'est pas de l'autobiographie, c'est vraiment un roman où on aborde le sujet d'une certaine façon, on va dire. Je n'aurais pas trop dévoilé sur l'histoire parce qu'il y a quand même une enquête et
il y a quand même le besoin d'identifier un meurtrier dans l'histoire, donc on ne va pas trop en parler non plus. Il faut quand même garder un petit peu de suspense pour les lecteurs. Exact. Mais, Exact. donc voilà. Alors, les thématiques, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup là-dedans, comme on dit, surnaturel, il y a le surnaturel, on parle d'ange gardien, la vie après la mort, la réincarnation, l'hypnose, voilà. Donc, ça fait beaucoup de thèmes. La télépathie. Oui. La télépathie, c'est un petit peu, on peut le dire, non, c'est pas les sorties de corps, on le met avec quoi? Voyage astral, sortie de corps? Oui, voyage astral, sortie astrale, oui. Sortie astrale. Et c'est ce que vous appelez dans le livre l'état transitoire. C'est ça, parce que c'est un état transitoire? Exactement, c'est ça, oui. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'a un petit peu interpellée. Il y a une personne, un des personnages du livre, qui est donc dans cet état transitoire. C'est le héros qui s'appelle Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre, c'est le héros, c'est ça. C'est lui qui raconte un petit peu ce voyage. Alors, au début de l'histoire, donc, il est viticulteur dans le Bordelais et on lui arrive un accident et il se retrouve, comme vous l'expliquez tout à l'heure, entre la vie et la mort. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est ça le résumé, en fait, du livre. Le héros, Pierre-Alexandre, voilà, qui travaille, il travaille tout le temps d'ailleurs, travaille, et puis se retrouve à un moment à l'hôpital. Donc, entre les deux mondes. C'est ce qu'on appelle normalement le coma. Oui, tout à fait, oui. Et être dans le coma, finalement, il nous explique, enfin, quand on lit le récit, il est entre les deux mondes. Il retrace son parcours depuis son enfance pour essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé là, finalement. Oui. Dans la première partie, c'est ce sujet-là qui est abordé. Oui, c'est ce qui est abordé. C'est ce qui est vraiment intéressant parce que c'est vrai que dans cet état, il revoit toute sa vie, ce qu'il a apprécié, ce qu'il n'a pas apprécié. Et il y a aussi cette aide d'être spirituel, notamment l'ange gardien ou les anges gardiens, ou alors des parents décédés. Et c'est ce qu'on voit, moi, c'est ce que je regarde souvent, c'est ce qu'on voit dans la plupart des émissions, que ce soit des documentaires ou même des livres. Il y a ce célèbre médecin américain, Dr. Moody, M-O-O-D-Y, qui a fait des études, il en a fait des conférences sur ce phénomène de near-death experience. Et je retrouvais un petit peu les éléments là-dedans. Il est entre les deux mondes, du coup, il voit défiler sa vie. Il voit ce qu'il a fait de bien, ce qu'il n'a pas fait de bien. Et surtout, on se rend compte, il se remet en question parce qu'il se rend compte qu'il n'a fait que travailler toute sa vie. Il n'a fait que ça. Travailler toute sa vie. Et en analysant son histoire, il comprend pourquoi il a des échecs dans le travail, parce qu'il avait besoin d'oublier quelque chose de très important pour lui. C'est ça, oui. Oh là là, mais vraiment, c'est un super, super récit. Oui, j'étais en train de dire, il y a quelque chose que j'ai bien aimé parce que pendant qu'il est dans les deux mondes, il voit par exemple des personnes qui lui ont fait s'il voit des personnes qui lui ont fait du mal, il dit, je pardonne. Parce que là où il se trouvait, il dit qu'il se sentait tellement bien, mais quel apaisement, c'est que l'amour, il se sent enveloppé, donc vraiment c'est l'amour tout autour, tout à tout. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vécu la mienne, de toute façon. Donc, c'est pour ça que je voulais le retranscrire dans ce roman. Ah, d'accord, d'accord. Et finalement, quand moi, je vois par exemple des documentaires que j'ai vus sur le sujet, certains voient des parents qui leur disent « Mais qu'est-ce que tu es venu faire? Ton heure n'a pas sonné. » Ou alors des êtres invisibles qui ne connaissent pas, ils sentent juste que c'est des êtres bienveillants, voilà, plein d'amour qui leur dit non, 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 il faut repartir, tu as encore une mission, tu as encore des choses à faire sur Terre, tout ça, comme son cas. C'est ce que l'on m'a dit quand je suis allé faire un tour là-haut, on m'a dit c'est pas ton heure, il faut que tu y retournes, tu as encore beaucoup d'amour à donner, il y a tous les jours descendre, quoi. Oui. J'ai vraiment... J'étais très bien là-haut, mais bon, je savais que j'ai compris que j'avais encore une mission.
sur Terre. Mhm. Ben, merci d'être venu parce que quand même, ça fait 2 de vos livres que je lis. Hein. Merci. Je vous en prie, c'est Oui, 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 du oui. bonheur pour moi, c'est réciproque, hein. Le Mhm. plaisir est réciproque. Alors, c'est ça. J'étais en train de dire, une fois qu'il était là-haut, voilà, vu qu'il est entre les démons, il était là où il se sentait partir, il rencontrait ses êtres, des êtres de lumière, des êtres de ça. Il était rempli d'amour. Il regardait derrière lui, il voyait ce qu'il n'avait pas fait de bien, il voyait aussi ce que les gens pas gentils autour de lui avaient fait et tout de suite il pardonnait parce que de toute façon, il était bien là où il était. Voilà. Quand il réintègre son corps, parce que c'est ce que je lis aussi, il réintègre son corps, il ressentit toutes les douleurs et là, ça revient. Il en veut tout de suite aux personnes. J'ai fait la différence en disant finalement, quand on est là-haut, c'est ce qu'ils disent, on oublie tout ce qu'on a fait sur Terre. On regarde juste, on fait son mea culpa en disant, oh là là, je ne sais pas bien ce que j'avais fait, tout ça, tout ça. On voit ce que les gens vous ont fait, ce n'est pas grave. De toute façon, je suis bien où je suis. Et une fois qu'il réintègre son corps, malgré lui, puisque c'est ça, souvent on dit, non, 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 il faut repartir, ton heure n'a pas sonné, tout ça, il n'y a pas de place pour toi ici. Il n'y a pas encore de place. Ouais, et là, quand on intègre son corps, on revient dans la matière, en fait, et l'ego reprend le dessus, reprend le contrôle. On n'est plus dans sur le même plan. C'est ça. On revient dans le plan physique, alors que quand on est sur l'autre plan, on est complètement déconnecté de la matière. Donc, c'est pas du tout la vision n'est pas la même. Oui, c'est ça. Je m'en suis effectivement rendu compte. Moi, je l'ai vécu, donc pour moi, ça paraît simple, mais pour les gens qui ne savent pas du tout ce que c'est, ça peut paraître compliqué, je le conçois. Ce n'est pas toujours simple à expliquer. C'est vrai. C'était d'autant plus facile pour moi que j'ai beaucoup lu sur le sujet. Donc, je retrouvais quand même les mêmes éléments, voilà, les mêmes façons de faire. Ce tunnel, on se sent enveloppé d'un amour inconditionnel, cette lumière irradiante, voilà, quand on rentre, tout ça là. Des êtres, des fois qu'on connaît, des fois qu'on ne connaît pas, mais on sent comme si on les avait toujours connus. Oui. C'est ce qui revient. Alors, d'ailleurs, un personnage, enfin, vous le dites dans le livre, pour parler de la vie. Attendez, je vais voir, je crois que c'est à la page 107 ou 140, quand il explique par rapport à Pierre-Alexandre, il dit « La mort est brève, la chute est rapide, au paradis, toutes les places sont prises. L'enfer n'est pas pour moi. Je n'ai d'autre choix que de retourner sur terre. » C'est ce qu'il disait quand il fallait revenir. Le problème est que je ne peux pas réintégrer mon corps. Il est usé, usé par le travail, la fatigue et surtout par la trahison des miens. Ici, je nage dans le bonheur. Je n'ai aucunement envie d'y retourner. J'insiste, je veux rester ici. Personne ne m'attend sur terre. Ma vie affective a été un fiasco total, mais je comprends vite que je suis dans l'erreur. C'est alors que l'image de mon père m'apparaît et ces paroles me reviennent à l'esprit. Pierre-Alex, arrête de faire l'idiot, fais ce qu'on te dit, c'est-à-dire repartir, parce que ce n'était pas son heure, il fallait qu'il reparte. C'est ça, c'est ce qu'il dit. Et il dit en fait que c'est un endroit extraordinaire, irréel, où rien ne semble plus important que l'amour. Que l'amour. Tout le matériel derrière, tout ce qu'il regarde. Et c'est souvent ça, hein. Dans les familles, le parent, enfin le père a travaillé dur toute sa vie, des fois même négligé les enfants, pas le temps de s'en occuper parce qu'il travaille. Et puis quand il part, lui, il est bien là où il est, mais la famille reste assez déchirée pour les biens. C'est ça, en fait. On se rend compte. Et on le voit par la suite dans l'histoire. C'est ça. C'est l'argent. Et lui se rend compte, il se dit, oh là là, si c'était à refaire. Oui. C'est bien de le lire parce que du coup, on s'interroge, ça nous fait prendre conscience quand même de certaines choses. On travaille dur, c'est toujours ça. Les personnes qui travaillent dur, on en voit beaucoup, les papas qui travaillent très dur et puis n'ont pas vraiment beaucoup de temps à passer avec leurs enfants. Et le cas de Pierre-Alexandre, il se rend compte que c'était un fiasco en fait dans sa vie. C'est un fiasco, quoi. Parce que c'est même pas la paix qu'il laisse. Il laisse une famille déchirée par les biens. Chacun veut prendre ci, chacun veut prendre cela. Et dans la notion du temps, vous dites ceci: le temps est une tromperie pour emprisonner l'humain dans son corps physique. Lui-même
lié au corps terrestre. C'est ce qu'on dit Oui. souvent, que la notion du temps n'existe pas là-bas. Non, exactement. Le temps, c'est l'unité terrestre. Hein, on est régi par ce temps qui nous fait avancer dans la vie. Et c'est l'unité sur Terre, c'est le temps. C'est ça. C'est le temps. J'ai beaucoup aimé toutes ces réflexions sur le temps. Là, c'est pareil. Tout n'est que continuité. Là, c'est la vie après la mort. Pour expliquer, tout n'est que continuité. Le temps n'est qu'une illusion qui emprisonne l'esprit dans une dimension matérielle. C'est ça. C'est ça. J'ai aussi aimé cette réflexion. Vous avez parlé de la couleur jaune. C'est quoi? C'est une considération basque, une croyance basque, ce que le jaune symbolise. C'était la trahison, en fait. Comme il s'est, avec sa femme, il y a quand même une histoire particulière. Oui. Et le jaune, c'est la trahison dans les couples. Oui, c'est ça. Vous le dites, le jaune. On l'a alerté de différentes façons sur cette couleur et il n'en a pas tenu compte, il n'a pas vraiment fait attention. Et au moment où il croise cette fameuse couleur, il entend une phrase qui l'alerte en fait, mais au moment où il l'a vécu, il n'a pas prêté attention, mais ça lui revient au moment où il est entre les deux états, entre la vie et la mort. Et on lui explique qu'on l'avait prévenu, on lui avait envoyé des messages pour le prévenir qu'il était dans le faux au niveau de sa vie, mais il n'a pas pu y prêter attention parce qu'il avait ses objectifs professionnels qui l'empêchaient d'être ouvert à ces messages qu'on lui envoyait. Comme tout. On envoie régulièrement des messages, hein, si on n'est pas apte à les recevoir, on passe à côté de certaines choses. C'est ça. Comme j'apprends aussi, on dit souvent, on a en fait chacun un ange gardien, que nous avons tous un ange gardien et que dans la vie, comme vous dites, les messages, il faut faire attention, il faut toujours faire attention. Mais c'est vrai que si on n'a pas cet esprit apte à recevoir les messages, il faut déjà y croire, il faut déjà croire effectivement qu'il existe un monde invisible ou surnaturel. C'est ça? Y croire, oui ou non, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous dire, moi ça m'arrive de rencontrer des gens qui disent oh, c'est des balivernes, mais il leur arrive des histoires, des choses étonnantes, mais ils balayent ça d'un revers de la main, alors que c'est certainement très important pour eux. Et on arrive à capter ce genre de message quand on prend du temps pour soi. Même quand on travaille, on peut avoir un travail qui soit chronophage, ça c'est pas un souci, mais il faut savoir tout de même prendre du temps pour soi. C'est un petit peu ce que j'essaye de faire comprendre dans la lecture de ce roman. On peut très bien avoir un travail que l'on aime, que l'on aime beaucoup, qui nous prend beaucoup de temps, mais il faut aussi savoir, comme je te le dis, comme je l'ai dit, ça fait la troisième fois que je le dis, vraiment prendre du temps pour soi et réfléchir à sa vie, sur ce qu'on a pu faire, ce que l'on a envie de faire dans l'avenir aussi. Je pense que c'est vraiment très important, mais il y a des gens qui ne prennent jamais le temps de faire cette analyse. C'est dommage, ça peut être dommageable pour eux, quoi. D'où l'intérêt de la lecture de ce livre, pour leur faire comprendre, c'est ce que j'ai mis dans la 4e de couverture d'ailleurs. Oui, c'est bien résumé dans le 4e de couverture. Mais quand on regarde bien, c'est vrai que c'est ça dans la vie, il faut prendre le moment. C'est pour ça que ça sert. Le recueillement, les prières, la méditation, c'est des choses qui servent parce qu'on prend le temps de se poser, de réfléchir sur soi, comme vous dites. Même ne serait-ce que faire une petite balade en forêt, d'être au contact de la nature, ça fait réfléchir. Moi j'écris beaucoup, j'écris beaucoup dans ma tête quand je marche et ça nourrit mon imagination et on rentre à l'intérieur de soi. La marche à pied, c'est formidable pour ça. Du coup, ça résume un peu. Vous avez mis une citation de Einstein que j'ai bien aimée sur le bonheur, sur la notion du bonheur.
Je ne sais plus laquelle, puis pour me la C'est au rappeler. tout début, il dit pour être heureux dans la vie, il faut en apprécier chaque moment comme si c'était un cadeau. La gratitude, prendre le temps de se poser et d'apprécier les choses. La gratitude, moi, je la pratique tous les soirs avant de m'endormir. Je retrace le cours de ma journée et j'essaie de trouver 3 choses qui sont bien, qui m'ont apporté beaucoup, qui m'ont apporté dans la journée. Et j'accorde ma gratitude à mon ange gardien, aux êtres qui m'entourent, qui m'ont permis de vivre ces instants-là. Et ça permet de bien dormir et le matin de se réveiller en pleine forme. Si ça peut donner un petit conseil aux gens qui ont du mal à dormir, auprès de nos auditeurs, essayez-le, vous verrez, ça fonctionne. Oui, c'est vrai. Non, mais je vous assure, c'est un livre super. Il m'a fait palpiter tout le long. Vraiment, il m'a fait palpiter tout le long. C'est vous dire. Vous savez, vraiment, cette plume, vous savez, d'arriver à faire des récits complexes, mais qui en fait sont fluides. Il y a toujours plein de personnages. Vous avez toujours une diversité de protagonistes dans vos récits, mais c'est tellement fluide, clair, bien ficelé que, comme vous dites, après votre EMI, là, vous êtes revenu pour une mission. C'est aussi ça. Hein. C'est vraiment, il est à lire, mesdames et messieurs. Franchement, lisez-le, même pour les personnes qui sont sceptiques un petit peu par rapport à ce monde surnaturel et de penser qu'il y a un monde parallèle, un monde invisible. Quand on le lit, après l'avoir lu, on s'interroge quand même sur sa vie à soi, parce qu'on se dit, c'est vrai, nous sommes toujours en train de courir, mais nous courons après quoi? C'est quoi la finalité de notre vie? C'est vrai. Notre héros, là, Pierre-Alexandre, est passé à côté de sa vie amoureuse. C'est surtout ça aussi l'importance de notre présence sur Terre, de vivre quand même des choses importantes de ce côté-là, quoi. Il se rend compte trop tard. Mais bon, il y a quand même un revirement de situation sur la fin. Sur la fin. Et là, c'est pareil, ça, on parle de la réincarnation aussi là-dedans, et ça fait réfléchir. J'avais vu un documentaire justement en ligne où un petit enfant disait toujours à sa maman qu'il voulait repartir dans un endroit où il a vécu. Je crois que c'est en Angleterre. Oui, en Irlande, je crois. Je l'avais vu, ce reportage. Oui. C'est vraiment, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. C'est une émission, je crois, qui s'appelle Phénomène surnaturel, quelque chose comme ça. Oui, certainement. Vous devez avoir raison. Mais vraiment super, super. C'est un récit puissant, majestueux, je dirais. Je ne veux même pas dire époustouflant. Mesdames et messieurs, je vous laisse le découvrir. Enquête d'âme. C'est comme on dit que vous croyez, que vous n'y croyez pas. Voilà, Monsieur Debbouze lui-même est là. Il a fait une EMI. Vous étiez jeune à l'époque, c'est ça, hein, monsieur? J'avais 14 ans, j'allais avoir 15 ans. C'était le 12 janvier 1980. Ouais, et je suppose que ça a bouleversé votre vie hein, depuis lors quand même. Oui, c'est une expérience incroyable. Elle reste gravée dans mon esprit depuis c'était en 1980, donc ça fait 42 ans maintenant. D'accord. Et ça a concouru quand même à certains changements dans votre vie de maintenant. Grâce à cette expérience, vous pensez que si vous ne l'aviez pas eu, vous auriez pris une autre… Certainement. Des chances. Bon, le problème, c'est qu'à l'époque, c'était un sujet qui était assez tabou. On avait un peu de mal à en parler. J'ai essayé au tout début, quand ça venait de m'arriver, mais bon, j'avais cru que… je l'explique dans le prologue de l'histoire, que j'ai bien compris que je ne recevais pas l'écoute dont j'avais besoin, donc je me suis tue pendant une bonne dizaine d'années. Et ça, 10 ans après, dans les années 90, c'est un sujet qui a commencé à se démocratiser via la télévision et des écrits de plusieurs personnes. Donc, les gens ont commencé à s'y intéresser. Donc, ça a été beaucoup plus facile d'en parler à partir de ce moment-là. Mais pendant 10 ans,
j'étais dans les études, le sport, donc ça m'a permis de mettre un petit peu de côté ça. Mais j'avais toujours ça en tête, quoi. Je me disais, bon, c'est peut-être pas. Il y a des gens qui pensaient que c'était. J'avais inventé, mais moi, je savais très bien que c'était réel, ce que j'avais vécu. Oui, et toutes les personnes en général, surtout à l'époque, toutes les personnes qui vivaient une EMI le disaient. Personne ne voulait croire, même pas les médecins. Et qu'après, dès qu'ils en parlaient, on disait, oh, ça y est, des rails, on les mettait sous médicaments, sous On va fermer. ou internés, c'est ça, ou internés. Exact, exact. Mais bon, c'est tant mieux que maintenant, ça se développe un petit peu. Mais c'est vrai qu'avant les années 80, on n'en parlait pas beaucoup. Le docteur Moody dont je vous parle a effectivement contribué à quand même contribuer à ce que ce phénomène soit étudié partout dans les hôpitaux. En fait, les médecins étaient un petit peu dépassés. C'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, donc ils ne savaient pas comment le traiter, tout ça, raison pour laquelle, mais grâce au progrès de la médecine aussi, heureusement, donc ces personnes sont de plus en plus écoutées. Oui, le milieu médical, ils sont vraiment ancrés sur le plan physique. Ils agissent sur le plan physique du corps humain. Mais ils oublient, c'est qu'on n'a pas qu'un corps physique, on a le corps mental, le corps émotionnel, le corps spirituel. Et on en a d'autres aussi, mais les plus essentiels sont ceux-ci. Le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel. Ces quatre-là, quand on commence à en avoir conscience, ça permet d'atteindre un certain épanouissement dans sa vie au quotidien. Vraiment, merci. Merci à vous, Thierry. Vraiment, merci. Merci pour ce beau récit. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à vraiment le découvrir, à le lire. Enquête d'âme, ça vraiment nous fait prendre conscience d'un problème existentiel. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes sur Terre? Quelle est la mission que nous avons? Est-ce que on vient juste sur Terre comme ça et puis on repart, fini, oublié? C'est ça quand même, on se pose la question. Oui, exactement. Ouais. Pour moi, la vie serait absurde si vraiment il n'y avait plus rien après. C'est pour ça que la réincarnation, c'est vraiment c'est une chose que je crois, à laquelle je crois fortement. Et là, vraiment, il faut lire surtout le dernier chapitre. Si ces psychoses et réincarnations, oh là là, c'est à lire. C'est à lire. C'est vraiment, de toute façon, tout le livre. Parce que vous ne pouvez pas lire la fin sans le début. C'est tout, voilà. Suivez la suite logique du récit. Époustouflant. Époustouflant. Merci à vous. Merci à vous. Vous dites rapidement. Jusqu'à l'épilogue, je suppose que vous avez été époustouflé. Puis, tout. Vraiment tout. Il n'y a rien qu'on laisse, on va dire non, telle partie. Tout, 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 tout. Tout est vraiment, c'est marquant. Marquant, passionnant, émouvant. Oui, l'émotion, c'est important. Émouvant. D'émouvoir nos lecteurs. Oui. Vraiment, merci à vous. Merci à vous. Je pense que c'est avec l'émotion qu'on peut aider les gens à apprécier la lecture. Oui, parce que ça touche. À la fin, j'ai même eu les larmes aux yeux. À la fin, il y a un chapitre à la fin, on ne dira pas lequel, mais il faut qu'il y ait. Ce genre de récit peut faire changer la vie de quelqu'un, vous savez, parce que ou la philosophie de la vie de quelqu'un. Parce qu'en lisant un récit comme celui-là, il est en plus bien écrit. C'était mon souhait lors de l'écriture. Alors, vous dites aux auditeurs, où est-ce qu'on se le procure, votre livre, Monsieur Dubos? Alors, il existe en France, on trouve dans les librairies, on peut le commander en librairie, en format papier, comme vous l'avez entre les mains. Et sinon, vous pouvez le commander sur Amazon, la Fnac, vous pouvez le trouver sur beaucoup de plateformes numériques en commande. Et essentiellement, en papier, c'est en librairie. Voilà, en numérique, il est un petit peu moins cher, donc pour les gens qui lisent sur tablette, ça peut être plus intéressant de pouvoir se le procurer à moindre coût. Oui, le e-book, c'est vrai. Il doit être à 2,99, je crois, ou un prix comme ça, dans les 3 ou 4 euros maximum. Ou 3,99. Oui, c'est vrai que c'est souvent moins cher en e-book, effectivement. Voilà, mesdames et messieurs, maintenant vous êtes au courant, vous savez où vous procurer ce livre. Lisez-le. Vraiment, vous ne perdez rien à lire un livre comme celui-là.
Il est super bien écrit. Le narratif est mais vraiment si limpide. Le sujet très intéressant. Vous avez quelque chose à ajouter, M. Debose? Non, juste dire qu'il y avait une enquête policière à l'intérieur pour les gens qui aiment ce genre d'écrit, ça peut aussi les intéresser. Exact, parce que c'est un roman. Hein? C'est un roman. Un meurtrier à découvrir. Exact. Suspense. Voilà. Rebondissement. Tout à fait. Rebondissement, suspense. On vibre. On vibre quand on lit ce récit. On veut savoir qui y a cette enquête, qui a fait ça, qui fait ci, qui fait ça. Vous voyez, on veut vraiment savoir. Et jusqu'à la fin, oh là là, il faut vraiment le lire. Lisez-le, vous ne serez pas déçus. Voilà. Merci. Merci à vous, M. Debose. Merci, Judith. Mesdames et messieurs, voilà, nous comptons sur vous. Il est à lire Enquête d'âme qui nous fait réfléchir. Il y a une belle enquête là-dedans. Il y a plein de rebondissements, une intrigue, voilà. Il y a le suspense aussi, découvrir, voilà, une enquête policière. Il faut voir ce qu'il y a dedans. C'est un beau roman. Il est à lire. Ça fait palpiter, hein. Ça fait vraiment palpiter jusqu'à la fin. Et à la fin, c'est même émouvant parce que moi, j'ai eu les larmes aux yeux pour la fin. J'ai vraiment eu les larmes aux yeux. C'est très, très, très touchant. Mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter l'intervention de M. Thierry Debose. Alors, c'est un livre qui effectivement parle des thématiques du genre le surnaturel, la réincarnation, la vie après la mort. Mais derrière, c'est une belle histoire bien concoctée. Il y a une enquête, voilà, une énigme. Il faut la découvrir. Donc, derrière cette enquête, il y a donc le personnage principal, Pierre-Alexandre, qui tombe dans le coma. Et puis, étant dans le coma, il nous donne finalement, voilà ce qu'il est en train de vivre. Il nous fait vivre, il dit qu'il est entre les deux mondes. Donc, l'autre monde où il s'en va et puis le monde dans lequel il vit. Donc, voilà, il passe entre les deux et puis il nous fait part de son expérience. Comme le dit de M. Debose, c'est vrai que là c'est un roman, mais lui-même ayant subi une EMI, on a expliqué EMI au départ, EMI, expérience de mort imminente. Donc voilà, ça donne un petit peu, voilà, ses visions, ses pensées, voilà, qu'il a par rapport à la vie. Mais ça nous fait quand même prendre conscience nous-mêmes, hein, on s'interroge en disant, est-ce que l'être humain, enfin on vient, on vit cette vie terrestre, on meurt et puis basta, tout est fini. Ceux qui croient en la réincarnation, est-ce que c'est une manie, comme ils disent, de revenir et régler certaines choses qu'ils n'ont pas pu régler lors de leur vie antérieure? Voilà. Donc c'est ça, on se pose, c'est des questions, hein, on se pose finalement, on finit de lire un livre comme ça, on s'interroge en disant, mais est-ce que c'est vrai que, est-ce que c'est ça, on vient, on vit et puis basta, on meurt, on s'en va, on oublie tout, rien ne se passe, même si on laisse des enfants, on laisse toute une génération derrière, rien ne se passe, on part comme ça dans le néant, il n'y a aucun lien. Ça fait quand même réfléchir. On se pose toutes ces questions existentielles. Y a-t-il une vie après la mort? Mesdames et messieurs, lisez donc ce livre. N'oubliez pas, quand vous l'avez lu, allez sur les sites de vente ou sur la page Facebook de l'écrivain. Laissez des messages, laissez des avis. C'est toujours encourageant pour eux. Et quant à nous, si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas, abonnez-vous. Nous avons déjà une grande communauté sur Facebook. Bon, réagissez aussi sur YouTube, aimez et puis abonnez-vous. Merci à vous. On se dit à très bientôt.